Je pensais savoir ce que signifiait la trahison jusqu'à ce que je la voie se dérouler en direct sur l'écran qu'elle avait oublié d'éteindre. Un message. 7 mots. Et puis tout a commencé à s'effondrer au mon mariage, ma sérénité, l'image que j'avais d'elle et que je croyais vraie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un cœur brisé. C'est celle de fissures qui étaient déjà là, de mensonges déguisés en amour, et de ce qui arrive quand quelqu'un qui faisait trop confiance finit par cesser de pardonner. Si ton monde a déjà basculé à cause de la personne en qui tu avais le plus foi, cette histoire est pour toi. Laisse-moi t'en raconter davantage. Je plaisantais souvent en disant que Camille était sortie tout droit d'une pub pour un apéritif provençal. Elle avait cette beauté impossible aux longs cheveux roux qui capturaient le soleil comme des braises, jambes interminables, et cette voix, comme du miel coulant sur du gravier. Douce, mais avec du mordant. Elle pouvait charmer une salle entière ou te remettre en place en 3 mots si tu la cherchais. Et je l'aimais pour tout ça. Nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans à un apéro organisé par un pote pour le 14 juillet. Elle portait une robe d'été blanche et a battu tout le monde au jeu de palais breton. J'étais sous le charme. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard, installés dans un petit appart, et avons commencé à bâtir quelque chose de solide. J'écris du code pour vivre, rien de clinquant, mais ça paie bien et j'aime le calme. Camille bossait dans le marketing rythme effréné, deadline serré, beaucoup de déplacements. D'une façon ou d'une autre, on se complétait. Je le croyais. Elle avait ce voyage pro qui approchait, une semaine de collaboration avec le bureau européen de son entreprise. J'ai googlé. Un coin scandinave. Montagne, neige, plein de sauna. Elle était excitée au pas pour le boulot, mais pour les moments d'équipe, l'expérience culturelle, l'énergie collective, comme elle disait. Je me souviens de lui avoir glissé son chargeur dans la valise pendant qu'elle vérifiait 3 fois ses produits de beauté. C'était tout Camille. Toujours impeccable, toujours un peu chaotique. Les 2 premiers jours, elle appelait tous les soirs. Elle avait l'air fatiguée sur l'écran, certes, mais elle souriait. On blaguait, on se racontait nos journées. Elle inclinait la caméra pour me montrer la vue de l'hôtel. « Regarde, chérie, la neige comme du sucre glace », disait-elle un jour. Elle me manquait terriblement, mais j'étais content qu'elle semble heureuse. Puis vint le 3e jour. C'était un mercredi soir, juste après 23 heures chez elle quand j'ai reçu un message. Pas d'appel, juste un texto. Je vais au sauna avec les collègues. Je t'aime, bonne nuit. C'était tout. Pas de visio. Pas de visage. Pas de « tu me manques ». Juste du texte froid. On aurait dit quelqu'un d'autre. La ponctuation était bizarre. Les messages de Camille avaient toujours ces petits émojis en plus un cœur, un clin d'œil, quelque chose de coquin. Celui-là était vide. J'ai fixé mon écran 1 minute. J'ai failli répondre, lui demander comment s'était passée sa journée, peut-être plaisanter sur le fait qu'elle se faisait cuire comme une langouste. Mais quelque chose m'a retenu. J'ai attendu. 2h30. Puis, enfin, un autre message. Je vais dormir. T'écris demain matin. Je t'aime. Toujours pas d'appel. Pas d'explication sur le silence. Rien sur le sauna. J'ai répondu que je l'aimais aussi, mais mon estomac se nouait déjà. Ça sonnait faux. Et pas le faux jaloux possessif. Le faux où ton instinct c'est quelque chose que ton cerveau n'a pas encore capté. J'ai déjà vécu ça. Une autre femme, il y a des années, mais même schéma. Froid soudain. Explication de dernière minute. Disparition émotionnelle. Cette fois-là, ça s'était terminé avec la veste d'un autre dans notre placard. Alors oui, j'ai appris à écouter mon instinct. Mais Camille? Elle n'était pas comme ça. Elle était vive, parfois lunatique, d'accord, mais jamais froide. Et jamais malhonnête. Du moins c'est ce que j'avais cru au point de défendre mes propres doutes. Alors quand elle change soudain sa façon de communiquer? Je remarque. On avait beaucoup parlé de ce voyage avant son départ. Elle m'avait dit qu'elle partagerait sa chambre avec une collègue, Victoire, quelqu'un du bureau d'Oslo. Elle devait prendre une des meilleures suites du nouvel hôtel. Apparemment, à Nordhaven, la culture du sauna est une institution où on y va tard, parfois entre collègues, et ce n'est pas bizarre. C'est ce qu'elle m'avait raconté. Mais quelque chose dans l'idée d'aller au sauna avec des collègues à minuit après une longue journée, sans rien me dire d'autre me dérangeait.
Surtout qu'elle était d'habitude scotchée à son téléphone. Camille était du genre à m'envoyer un texto sur la confiture qu'elle avait choisie au petit-déj. Là, soudain, plus le temps pour un petit appel visio. J'ai commencé à repasser la conversation de la veille. Elle était brève. Elle disait qu'ils étaient stressés à cause d'une présentation, qu'elle appellerait plus tard. Puis, rien. Jusqu'au texto sonna. Et le ton de ce message, c'est ça qui m'a vraiment marqué. J'étais allongé, fixant le plafond, mon téléphone serré dans la main. Je relisais le message, comme si en le scrutant assez longtemps j'allais y trouver un sens caché. Je n'ai pas dormi. C'était la première fois en 6 ans de mariage que je me sentais vraiment loin d'elle, pas géographiquement, mais émotionnellement. Et quand ça frappe, c'est comme un train de marchandises. Tu te souviens de tout. Chaque dispute, chaque demi-vérité, chaque regard étrange. Tu te demandes si tout menait là. Quand le soleil s'est levé, j'avais à peine fermé l'œil. Je me disais que je dramatisais. Qu'elle avait peut-être juste besoin d'une pause des écrans. Que j'allais me réveiller avec un message joyeux et une photo d'un petit-déj nordique. Mais au fond, je savais déjà. Quelque chose avait changé. Et j'allais découvrir quoi. L'ordi pro de Camille trônait sur son bureau, exactement là où elle l'avait laissé. Elle avait emporté son téléphone perso et sa tablette, mais pas le matos de l'entreprise. Les premiers jours, je n'y avais pas touché. Franchement, l'idée ne m'avait même pas effleuré. Je lui faisais confiance. Ou du moins, je voulais encore y croire. Tout ça me nouait les tripes au point que je ne pensais plus clairement. Je me suis assis au bureau juste pour me vider la tête et, sans vraiment le vouloir, j'ai ouvert l'ordi. Je ne savais pas ce que j'espérais, peut-être son agenda pro ou des onglets oubliés, quelque chose de normal. Quelque chose qui me calmerait. Mais quand l'écran s'est allumé, l'appli Worklink s'est lancée direct. Elle l'avait paramétré pour démarrer automatiquement. Les messages se synchronisaient ligne par ligne. La plupart étaient chiants et mises à jour de projets, conflits d'agenda, rappels de statut. Ça m'a un peu rassuré. Je me disais que j'étais vraiment parano. J'ai cliqué un peu partout, survolé quelques fils. L'équipe était sous pression, ok, mais rien d'anormal. Puis j'ai vu un nom que je n'ai pas reconnu tout de suite, Nathan. Ça a fait tilt. C'était un des mecs de la soirée où on était sorti boire un verre il y a quelques semaines. Camille n'en avait parlé qu'en passant avant ça à un collègue d'un autre service. Je me souviens qu'elle m'avait dit, il est inoffensif. Le genre discret. Avec un haussement d'épaule, comme s'il ne valait pas la peine d'en parler. Mais là, je regardais un fil de messages privés entre eux, horodatés de la veille au soir. Et puis j'ai lu. Camille, 6-toi en 307. Nathan, 1 heure plus tard, j'arrive. Mes yeux ne quittaient plus l'écran. Je crois que je n'ai même pas cligné des paupières. Ma poitrine s'est serrée si fort que j'ai arrêté de respirer une seconde. Le monde s'est arrêté. Je l'ai relu, cherchant un contexte que j'aurais raté. Peut-être que ce n'était pas ce que je croyais. Peut-être une urgence pro, un truc d'équipe dont je n'étais pas au courant. J'ai remonté le fil. Mais c'était tout. Viens en 307. J'arrive. Pas de blague. Pas d'émoji. Pas de smiley. Juste du texte net, plat. Précis. Privé. Je fixais l'écran comme s'il brûlait. Camille et moi, on ne s'appelait jamais quand on était à l'hôtel ou surtout parce qu'on y était toujours ensemble. Mais quand ça arrivait, même en pleine réunion, elle m'envoyait des petits trucs. Des nouvelles. Des mèmes. Des commentaires sur le savon de l'hôtel. Là, non seulement elle était bizarrement distante, mais elle invitait carrément un autre mec dans sa chambre. Et pas n'importe quel mec. C'était le même avec qui je l'avais vue être étrangement joueuse quelques semaines plus tôt. Je me souviens qu'elle lui avait arraché un truc des mains au bar et l'avait fourré dans sa poche de manteau. Elle avait ri d'une façon qui ne lui ressemblait pas. Et elle avait touché son bras juste assez longtemps pour que je le remarque, puis que je détourne les yeux. Je lui en avais parlé ce soir-là. Je lui avais dit que je n'aimais pas la façon dont elle se comportait avec lui. Elle avait balayé. M'avait dit que j'exagérais. Que je devais me détendre. Que Nathan était, à peine un collègue. Mais là, elle lui écrivait de venir dans sa chambre. Je me suis calé dans mon fauteuil et j'ai fixé le mur 5 bonnes minutes. Je n'étais pas prêt à croire ce que je savais au fond.
Je cherchais encore des excuses. Peut-être qu'elle avait besoin d'un truc pro, un dossier, un chargeur. Sauf que ça ne tenait pas. Pourquoi seulement à lui? Pourquoi si tard? Pourquoi cette phrase exacte vient en 307, sans explication? Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas l'appeler. Ne pas la prévenir. J'avais juste besoin de plus. Besoin d'être sûr. Alors j'ai laissé l'ordi ouvert et j'ai surveillé. Je faisais genre de scroller du code sur mon propre PC pendant que mes yeux restaient rivés sur Worklink. 20 minutes plus tard, le fil a disparu. Effacé. Comme ça. Pas d'archives. Aucune trace. Elle avait tout supprimé. Et comme la synchro est en direct, je l'ai vu s'évaporer sous mes yeux. Une seconde il était là, la suivante, comme s'il n'avait jamais existé. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas le stress. Pas un malentendu. Pas un message mal lu. Elle cachait quelque chose. Et elle le savait. J'étais là, les mains tremblantes, la pièce trop silencieuse pour être réelle. Mon café avait refroidi. Mon corps était comme plongé dans du ciment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste fixé, sonné. La seule chose que Camille détestait, c'était le mensonge. Elle se vantait de pouvoir flairer un bobard à des kilomètres. J'imagine que c'était vrai. Je n'avais juste jamais pensé qu'elle deviendrait douée pour cacher les siens. Et tout ce que je pouvais penser, c'était, qu'est-ce que j'avais raté d'autre? Je n'arrêtais pas de vérifier Worklink sur l'ordi de Camille, comme si le fil allait réapparaître, comme si j'avais tout imaginé. Mais il était parti. Nettoyé. Juste un vide là où la vérité se tenait avant. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle tout de suite ce matin-là. Vers 10 heures, un autre message est apparu dans son chat pro. Elle avait écrit à un autre collègue, un certain Damien, je crois du bureau de Londres, et ça disait juste. J'ai le téléphone de Nathan. Dis-lui s'il le cherche. C'était tout. Pas de contexte. Pas de suite. Même pas un point d'interrogation. Je relisais cette phrase en boucle, cherchant à la faire tenir debout. Pourquoi elle avait le téléphone de Nathan? Elle lui rendait service? Il l'avait oublié au sauna? Au dîner? Ce message tournait dans ma tête jusqu'à ce qu'un souvenir ressurgisse, un truc que je n'avais pas vraiment intégré avant. 2 semaines avant son départ, on était sorti boire un verre avec des collègues à elle. Un plan de dernière minute un vendredi soir, elle m'avait texté depuis la voiture, tout le monde se retrouve au bar des amis. Viens. Je ne connaissais pas la plupart de ses collègues, mais j'y suis allé. Je me souviens d'entrer et de la voir déjà en train de rire avec un groupe à une table haute près du comptoir. Puis j'ai revu Nathan. Il était à côté d'elle, un cocktail à la menthe à la main. Il riait, elle riait plus fort, puis elle a touché son bras. Pas un petit tape. Pas anodin. Ses doigts ont traîné une seconde de trop. Ce n'était pas du flirt flagrant, pas de quoi alerter la plupart des gens. Mais j'étais avec Camille depuis 8 ans. Je connaissais ses rythmes. Ses tics. Plus tard, on était tous dehors, certains fumaient ou discutaient sous les chauffages. Je parlais avec un autre mec quand j'ai jeté un œil et je l'ai revu avec Nathan. Ils étaient proches. Trop proches. Le genre de proches où on baisse la voix, où on se penche plutôt que de parler fort. Je n'entendais pas, mais quoi qu'il dise, elle souriait. Il a tendu la main et a glissé une mèche de ses cheveux derrière son oreille. J'ai figé. En rentrant, je n'ai pas crié. Pas accusé. J'ai juste dit, t'étais un peu différente ce soir. Elle a arrêté de se démaquiller, m'a regardé dans le miroir et a demandé, ça veut dire quoi, ça? Je lui ai dit ce que j'avais vu. Le bâton de cocktail, les touchés, les chuchotements. Elle n'a rien nié. Au lieu de ça, elle s'est énervée. Pas sur la défensive furieuse. Elle s'est retournée comme si j'avais insulté son intégrité. J'arrive pas à croire que tu me fasses ça, a-t-elle lancé. T'es vraiment jaloux de Nathan? Tu penses que je peux pas parler à quelqu'un sans que tu transformes ça en drame? J'ai essayé de rester calme, lui ai dit que je n'accusais rien, juste que ça me mettait mal à l'aise. Que ça sonnait faux. C'est laquelle a attrapé son sac à dos et a commencé à y fourrer des trucs au hasard. Pas de valise. Juste des fringues, son chargeur, peut-être du maquillage. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu, je vais à l'hôtel.
Je ne reste pas pour ça. Je l'ai suivi dans l'escalier. Il était presque minuit. Je lui ai dit qu'aucun hôtel n'accepterait quelqu'un si tard, et elle a rétorqué, tu vas voir. Elle s'est plantée devant la porte, main sur la poignée. J'ai attendu. Mais elle n'est pas partie. Elle est restée là 30 secondes, puis a lâché le sac par terre et s'est assise sur le canapé. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit, plus bas. Tu déformes tout. Tu gâches tout ce qui est bien. On n'a plus parlé de la nuit. J'ai dormi sur le canapé, ou plutôt j'y suis resté les yeux ouverts jusqu'à l'aube. Le lendemain matin, elle a fait comme si de rien. A préparé des crêpes, m'a même embrassé sur la joue. Et comme un idiot, j'ai laissé couler. Je n'ai pas insisté. Je me suis convaincu que c'était le stress, les hormones, ou juste une mauvaise soirée. Que j'avais peut-être exagéré. Mais maintenant je sais. La vérité, c'est que je ne voulais pas croire qu'elle était capable de ça. J'avais bâti mon monde sur l'idée que Camille était compliquée, oui au théâtral, souvent mais au fond loyale. À moi. Et là, je commençais à réaliser que je ne l'avais peut-être jamais vraiment connue. Au 5e jour du voyage de Camille, je n'avais rien avalé de plus qu'un sandwich et un demi-bol de céréales en presque 2 jours. Mon cerveau était comme de la neige cathodique coincé entre vouloir des réponses et les redouter. Je n'avais pas fermé l'œil depuis ce qui me semblait une éternité. J'essayais de m'allonger, mais chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le message, viens en 307. Je la revoyais sourire au bar, se pencher vers Nathan. Me regarder comme si je ne comptais pas. Cet après-midi-là, j'ai reçu un FaceTime d'elle. Le premier depuis la nuit du sauna. Je n'ai pas décroché tout de suite. J'ai laissé sonner 2 fois, le pouce au-dessus du bouton vert. Puis j'ai répondu. Le visage de Camille a rempli l'écran. Elle avait l'air fatiguée, mais elle souriait, comme si tout était normal. Comme si on n'avait pas sauté 2 jours entiers de vrai contact. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche, elle portait un simple t-shirt en coton le genre qu'elle met pour dormir. On a parlé boulot, réunion, les banalités habituelles. Elle m'a dit que la journée avait été longue, qu'ils étaient revenus au premier hôtel parce que le projet à la campagne s'était fini plus tôt. Elle a mentionné un dîner avec quelques collègues mais n'a pas dit qui. Pas un mot sur Nathan. À un moment, elle a ajusté ses cheveux, et le col de son t-shirt a bougé. C'est là que je l'ai vu. Les marques rouges ou une traînée d'irritation du creux de la clavicule jusqu'en bas, hors champ. Ça faisait des taches irrégulières, pas aléatoires. Comme si une pression avait été appliquée longtemps, dans la même direction. Un motif que j'avais vu avant. Pas une fois, pas 2 ou des dizaines de fois. Je savais exactement ce que c'était. Je n'ai rien dit d'abord. Ma poitrine était pleine de briques. Puis j'ai demandé, l'air de rien, et, c'est quoi sur ton cou ? Elle a cligné des yeux. A baissé la tête comme si elle ne l'avait pas vu. Oh. Ça ? Sûrement mon foulard, a-t-elle dit. Il frottait bizarre. Je l'ai porté toute la journée, ça a irrité ma peau. J'ai hoché la tête, même si je n'en croyais pas un mot. Je connaissais ces foulards. Fins, doux, surtout décoratifs. Pas de quoi écorcher. Et puis, la rougeur ne suivait pas une ligne comme un tissu. Elle descendait en courbe, plus profonde qu'un foulard ne pourrait. Mais je l'ai laissé parler. Je n'ai pas insisté. Pas encore. À la place, j'ai reparlé du sauna. La soirée de la semaine, celle qui me restait en travers. Elle a penché la tête, comme si elle devait fouiller sa mémoire. On y est à peine allé, a-t-elle dit. C'était bondé. Tout le monde parlait et riait, alors je suis resté genre 5 minutes. Franchement, pas relaxant. J'ai attendu une seconde, puis enchaîné, Victoire y est allée avec toi ? Ouais, je crois, a-t-elle répondu, plissant les yeux comme pour se rappeler. On entrait et sortait un peu tous. Je me souviens plus exactement. Sa voix ne tremblait pas, mais elle ne sonnait pas sûre non plus. Je lui ai posé une dernière question. Tu partages toujours la chambre avec Victoire ? Elle a hoché la tête, mais plus lentement. Ouais, toujours avec V. Même topo qu'avant. Ça ne collait pas avec ce que j'avais vu dans les logs. Si Victoire était sa coloc, pourquoi Camille invitait Nathan dans sa chambre si facilement ? Victoire était là quand c'est arrivé ? Elle savait ? Camille avait menti sur avec qui elle partageait la chambre ?
quelque chose clochait. Grave. Son ton, ses phrases, son timing, tout sonnait répété mais à moitié sincère. Comme si elle était trop fatiguée pour tenir la performance mais ne voulait rien lâcher. Alors j'ai commencé à enregistrer. Pas pour la piéger ou la coincer dans un mensonge. Juste pour pouvoir revoir les détails plus tard, avec la tête froide. Mes pensées partaient en vrille. Je ne me faisais plus confiance pour me souvenir clairement. On a continué à parler 10 minutes. Elle semblait distante. Pas froide, juste ailleurs. Comme si elle me regardait d'un œil et gardait l'autre sur quelque chose derrière la caméra. Ses réponses étaient plus courtes. Pas de taquinerie joueuse. Pas de questions sur ma journée. Juste cocher les cases. Finalement, elle a dit qu'elle devait se préparer à dormir. Je lui ai souhaité bonne nuit et j'ai raccroché. J'ai fixé mon téléphone un moment après. L'image de ces marques rouges me brûlait la rétine. J'ai repassé toutes les explications au foulard, allergie, peut-être une éruption de chaleur du sauna. Mais rien ne tenait. Aucune théorie ne résistait au poids de ce que je savais, ce que j'avais vu, ce qu'elle avait dit, et comment elle se comportait. Je n'avais toujours pas de preuves. Pas encore. Mais la façon dont elle esquivait, dont elle tournait les moindres détails où tout pointait dans une direction. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis assis à la table de la cuisine, lumières éteintes, seul le ronron du frigo dans la pièce. J'ai regardé par la fenêtre et réalisé que je ne m'étais pas senti aussi seul depuis des années. Peut-être jamais. Et le pire ? Je voulais encore me tromper. Mais la vérité prenait forme. Détail après détail. Je me suis écroulé peu après. Je n'ai même pas réalisé que je m'endormais. Quand je me suis réveillé, la maison était silencieuse, le ciel dehors d'un gris bleu terne, juste avant l'aube. Aucun message de Camille. Rien. Le matin après notre visio, je n'ai plus pu me retenir. J'avais joué le jeu, fait profil bas, laissé Camille tourner en rond des jours durant. Mais je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. Je lui ai envoyé un seul message. 7 mots. Faut qu'on parle quand t'as le temps. Rien de dramatique. Rien d'agressif. Mais quelque chose a dû la toucher de travers, car 5 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé sous une avalanche de réponses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais encore le bizarre? C'est encore à cause de ce que t'as vu? Puis, silence. Quelques heures ont passé, je me disais qu'elle laissait peut-être retomber la pression. Mais vers midi, ça a basculé. Elle a explosé sans prévenir. J'ai reçu des paragraphes entiers. J'arrive pas à croire que tu me fasses pas confiance. Je bosse comme une dingue ici, et je dois rentrer à Cécédia. Pourquoi tu m'accuses toujours de trucs? Puis, comme un interrupteur, ça a viré de la colère à la détresse. Je coule. Je peux pas si tu penses que je mens, je mens. Si tu me quittes, je vais me briser. Je vais crever. Je ne savais même pas comment répondre. Je tenais mon téléphone, le pouce au-dessus du clavier, et tout ce que je pensais c'était, elle détourne. Vite. Et pas une fois ou pas une seule où elle n'a demandé ce que j'avais vu. Pas une fois elle n'a dit, laisse-moi t'expliquer. C'était que de l'émotion, de la panique, zéro réponse. Puis sont venus les mais. Elle m'envoyait des mises à jour sur sa batterie comme si j'étais un agent de probation qui surveillait ses moindres faits et gestes. 23% encore. Toujours pas de chargeur. 17%. Vraiment désolé. Téléphone va mourir. Panique pas. C'était surréaliste. Comme si elle essayait de me convaincre que la seule raison pour laquelle elle ne communiquait plus, c'était sa batterie. Pas le chaos émotionnel dans lequel on pataugeait. Pas le fait que je l'avais prise en flagrant délit à inviter un collègue dans sa chambre d'hôtel au milieu de la nuit. Elle a aussi envoyé une vidéo. Un clip tremblant, mal éclairé, d'elle dans ce qui ressemblait à une salle de bain d'hôtel. Elle a brandi sa carte d'identité devant la caméra, puis a parlé au téléphone, la voix chevrotante. Je te transfère la voiture. Je n'en veux plus. J'ai mis à jour les papiers. Elle est à toi maintenant. Pas d'explication. Pas de raison. Juste ça. Sa façon de parler dans cette vidéo m'a fait peur. Pas parce qu'elle semblait en danger, mais parce que ça sonnait répété.
Comme si elle avait vu un film sur une femme qui paie délire et jouait le rôle. Il y avait des poses trop parfaites. Des phrases presque poétiques. Pas la Camille vive et sarcastique que j'avais épousée. J'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. J'ai retextoté, t'es où? Dis-moi juste que t'es ok. Toujours rien. Finalement, j'ai appelé la police de la ville. Je ne savais plus quoi faire. Je leur ai donné le nom de l'hôtel et le numéro de chambre, dit que je n'avais plus de nouvelles et que j'étais inquiet. Ils ont accepté un contrôle de sécurité. 2 heures plus tard, un message. Pas d'elle d'un numéro inconnu. Bonjour, ici l'agent L. Nous avons parlé à Camille. Elle va bien. Un peu secouée, mais rien d'alarmant. Elle vous contactera quand elle sera prête. Le soulagement a vite été enterré sous autre chose, la frustration. Parce qu'au fond, je savais que ce n'était pas une crise. C'était une mise en scène. J'avais vu Camille bouleversée. Triste, en colère, paniquée. Mais là c'était différent. C'était calculé. Elle voulait que je me sente coupable. Que je crois que je l'avais poussée au bord du gouffre. Elle n'a jamais abordé ce que j'avais vraiment soulevé, ni les marques rouges, ni Nathan, ni les messages. Juste jouer la victime et espérer que je rentre dans le rang. Ce soir-là, j'ai appelé mon avocat. Je ne savais pas ce que j'allais faire à long terme, mais j'avais besoin de quelqu'un dans mon camp. Je lui ai tout expliqué. Il n'a pas hésité. Plus de contact, a-t-il dit. Pour l'instant, verrouille tout. Pas d'engagement émotionnel. Pas de dispute. Pas d'explication. Protège-toi. Alors je l'ai fait. J'ai unfollowé Camille sur tous les réseaux. Déconnecté de son compte Worklink. Supprimer notre calendrier Google partagé. Changer mes mots de passe bancaire. Je n'allais pas la laisser tout chambouler en pleurant par terre dans une salle de bain. Elle a dû sentir le changement. Le lendemain, j'ai vu qu'elle avait modifié son mot de passe Instagram. Le lien WhatsApp dans sa bio a disparu. Elle m'avait bloqué de ses stories. Effacé quelques photos de nous. Rien de spectaculaire. Juste une suppression discrète. Comme si elle traçait une ligne entre sa vie et la mienne. Et toujours pas d'excuses. Pas de clarté. Pas la moindre tentative d'honnêteté. Elle disait qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Réfléchir? À quoi? Comment garder ses mensonges cohérents? Comment expliquer le nom de Nathan qui pop à 1h du mat et disparaît 2 minutes plus tard? Elle disait être submergée. Trop de pression au boulot, trop loin de chez elle. Mais elle n'a jamais dit la seule chose dont j'avais besoin, la vérité. Et tant qu'elle ne le ferait pas, je ne jouerais plus le jeu. 2 jours après mon silence radio, Camille m'a enfin envoyé un mail. Objet, juste mon prénom. Ça m'a serré l'estomac. J'ai cliqué, m'attendant à une confession ou une nouvelle tirade. J'ai eu sa version de la vérité ou ce qu'elle voulait bien en faire. Elle commençait par dire qu'elle était désolée pour tout. Pas précis. Juste tout. Puis elle expliquait ce qui s'était passé avec Nathan, à sa sauce. D'après Camille, le message que j'avais vu, celui où elle disait à Nathan de venir en 307, n'était pas ce que je croyais. Il avait oublié un livre plus tôt dans la journée, et elle lui avait dit de passer le prendre avant de dormir. Ses mots, pas les miens. Puis, il était revenu plus tard. Cette fois, apparemment, il avait oublié son chewing-gum. Pas un dossier, pas un chargeur, pas même des clés du chewing-gum. Elle l'a littéralement écrit. Il était revenu dans sa chambre pour du chewing-gum. Je fixais l'écran, relisant le paragraphe. Elle avait osé l'écrire comme si ça tenait debout. Elle avait mis « chewing-gum » entre guillemets comme pour reconnaître à quel point ça sonnait ridicule mais tenir bon quand même. Puis elle disait qu'il s'était pris dans les bras. Rien de plus. Juste un câlin. Enfin, pas tout à fait. Elle ajoutait qu'il l'avait embrassé dans le cou une fois, mais seulement, sur le moment, et qu'elle l'avait repoussé après. Elle disait qu'elle l'avait laissé s'asseoir sur le lit, mais juste pour parler. Elle répétait 3 fois que rien ne s'était passé, au pas de toucher au-delà, pas d'embrassade, sur la bouche, comme si ça changeait quelque chose. Elle disait même qu'elle était prête à aller à l'hôpital pour le prouver. Qu'elle passerait tous les tests nécessaires. Comme si elle voulait laver son honneur au tribunal. Ça ressemblait à une déposition légale,
pas à une lettre à un mari. Chaque phrase était prudente. Mesurée. Comme si elle essayait de se faufiler par une fissure plutôt que d'ouvrir la porte. Elle n'a jamais nié avoir franchi une ligne, elle reformulait juste pour que la ligne semble floue. Qu'ils étaient proches, que les choses s'étaient embrouillées, qu'elle s'était sentie vue. Elle écrivait. On ne s'est pas embrassé sur la bouche. Il a juste traîné dans le câlin. Je savais que c'était mal, mais j'ai paniqué. Ce qui ressortait le plus, c'était qu'elle traitait toute la situation comme un malentendu ou comme si j'avais mal compris ce que je voyais. Que je faisais toute une histoire parce que j'avais été blessé avant et voyais des ombres là où il n'y en avait pas. Elle a même ressorti notre passé. Disait qu'elle essayait toujours d'être la calme entre nous. Que peut-être j'étais juste plus sensible à ces trucs. Que, il y a une différence entre proximité physique et trahison émotionnelle. Elle disait avoir flirté un peu à cet événement d'équipe il y a quelques semaines, mais que ce n'était pas sérieux. Qu'elle était juste joueuse, et que j'avais pris ça trop au sérieux. Puis elle a pivoté. Disait être sous pression. Que le projet l'avait cramé. Que Nathan était quelqu'un qui écoutait, qui la faisait se sentir normale au milieu de tout ce stress. Elle disait avoir besoin d'aide pour gérer la pression, qu'elle agissait émotionnellement quand elle était submergée. J'ai lu cette partie 3 fois. Agissait émotionnellement? J'avais vu sa demande à un autre mec de venir dans sa chambre. Vu ses mensonges en face. Vu ses messages supprimés en direct. Ce n'était pas de la confusion émotionnelle. C'était prémédité. Elle se cachait derrière une douzaine de phrases, essayant d'enterrer la seule chose qu'elle ne dirait pas, qu'elle avait franchi la ligne. Pas par accident. Pas une fois. Et pas d'une façon explicable par le « burn-nous ». Je me souvenais de cet échange bizarre que j'avais vu avant que tout soit effacé. Celui sur le livre et le chewing-gum. À ce moment-là, ça n'avait pas de sens. Ça semblait absurde. Où est ton livre? Je l'ai déjà. Peut-être que tu peux le ramener. Seulement si tu te tiens bien. Maintenant, je voyais clair. Ce n'était pas question de livre ou de chewing-gum. C'était un langage codé, juste assez vague pour être nié, juste assez clair pour être compris entre deux personnes qui savaient ce qu'elles faisaient. Une conversation drapée de déni plausible, comme s'ils savaient qu'on pourrait la trouver. C'était de la culpabilité enrobée de badinage. Un flirt masqué en faveur. Tout construit sur l'espoir que personne ne creuserait plus loin. Et même après tout, elle pensait encore que j'allais gober. Qu'elle allait lire son mail et dire « Ok. Je comprends. T'étais juste submergé. » Elle ne m'a pas demandé une fois ce que ça me faisait. Ce que c'était de rester la nuit après nuit, à essayer de reconstituer ce qui s'était passé dans une chambre que je ne verrai jamais, dans une ville où je n'ai jamais mis les pieds. Elle n'a pas parlé de confiance. D'honnêteté. Ni du fait qu'elle avait tout brisé. Elle a parlé de stress. De pression. De comment peut-être elle avait juste besoin d'une pause de tout y compris nous. C'est là que j'ai arrêté de lire. J'ai fermé le mail et me suis calé dans mon fauteuil. Son histoire n'était pas faite pour tenir debout. Elle était faite pour garder la vérité juste hors de portée. Mais j'en avais déjà vu assez. Je ne voulais pas être celui qui déposait la demande en premier. Pendant un moment, j'ai gardé l'espoir que les choses se calmeraient, qu'elle finirait par avouer, ou du moins essayer de réparer sans que ça ressemble à du contrôle de dommages. Mais ça n'est jamais venu. À la place, j'ai eu d'autres mais soigneusement rédigés. D'autres excuses floues. D'autres contorsions mentales pour me convaincre que ce n'était pas si grave que je le pensais. Alors je l'ai fait. J'ai demandé le divorce. L'avocat a géré les papiers. C'était propre, direct. Pas d'enfants, finances séparées, juste une voiture et un appart à diviser. On était mariés depuis 6 ans, mais on était devenus des étrangers. Et je voulais récupérer mon nom du bordel dans lequel elle m'avait traîné. Quelques jours après qu'elle ait reçu les papiers, Camille m'a écrit pour une dernière conversation. À ce moment-là, elle était rentrée de son voyage pro et avait loué un appart pas loin. Elle espérait que je la laisserais bientôt revenir. Même si elle ne voulait même plus rentrer à la maison. Elle disait vouloir tout me raconter. Que ça devait se faire en face à face. Que peut-être, juste peut-être, je la comprendrais mieux si je pouvais voir ses yeux en parlant. Je ne voulais pas la voir. Mais je ne voulais pas non plus que la prochaine crise éclate sans témoin.
Alors j'ai dit oui à une condition, la rencontre serait avec une thérapeute agréée. Terrain neutre. Pas de cris. Pas de mots lancés comme des couteaux. Juste la vérité, s'il en restait. Elle a accepté. La séance était fixée quelques jours plus tard dans une petite clinique du centre-ville. La thérapeute était une femme d'âge moyen à la voix calme qui a expliqué qu'elle ne jugerait pas ni ne donnerait de conseils juste modérés. Camille est arrivée en pull crème, jean, sans maquillage. Elle avait l'air épuisée. Plus petite, d'une certaine façon. Comme si on l'avait dégonflée de l'intérieur. En entrant, elle m'a fait un sourire vide qui n'atteignait pas ses yeux. Je n'ai pas souri en retour. On s'est assis aux deux bouts du canapé. La thérapeute a demandé à Camille si elle voulait commencer. Elle a hoché la tête et a fixé ses mains un moment avant de parler. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu que les choses se passent comme ça. Que ça avait commencé par des conversations, des petits moments pendant des événements pro. Que Nathan était, juste quelqu'un qui écoutait. Qu'elle était sous pression et ne savait pas demander de l'espace. Elle répétait le mot « connexion », comme si ça expliquait quoi que ce soit. Puis elle a dit quelque chose qui m'a crispé la mâchoire. Elle a dit qu'elle ressentait quelque chose pour lui. Je n'ai pas interrompu. J'ai juste hoché la tête une fois, lentement. Je le savais déjà. Je n'avais pas besoin qu'elle l'admette, je l'avais lu entre chaque ligne de ses messages. Elle a dit qu'ils ne s'étaient jamais embrassés. Pas vraiment. Qu'il l'avait prise dans ses bras une fois trop longtemps. Qu'il lui avait embrassé le cou une fois. Qu'elle l'avait laissé s'asseoir à côté d'elle dans sa chambre d'hôtel pendant qu'ils parlaient, et qu'à un moment, ils étaient juste restés silencieux. Elle a dit qu'il n'avait rien fait de plus. Qu'elle s'était endormie sur son épaule, pendant un trajet en bus plus tôt dans la semaine. Que c'était la même chose que dans l'avion. Que ça ne voulait rien dire. Je n'ai pas dit un mot. Elle a continué. Sa voix se brisait. Ses mains tremblaient. Elle a dit qu'elle était désolée. Qu'elle irait en thérapie. Qu'elle ferait des séances de couple avec moi. Qu'elle quitterait la ville, recommencerait ailleurs si je le voulais. Qu'elle resterait célibataire à vie, même qu'elle reviendrait vivre comme coloc si c'était tout ce que je pouvais supporter. Elle a dit qu'elle ferait tout pour ne pas me perdre complètement. Je l'ai regardée longtemps. Elle ne pleurait pas comme avant un pas théâtral, pas en miettes. C'était plutôt une cassure discrète. Le genre qui arrive quand quelqu'un réalise enfin qu'il ne peut pas se sortir de ce qu'il a fait par la parole. J'ai attendu que la pièce soit immobile, puis j'ai dit la seule chose que je pensais depuis le moment où j'avais vu ce message. Tu m'as perdu à l'instant où tu l'as invité à entrer. C'était tout. Pas de cris. Pas d'accusation. Juste la vérité. La thérapeute n'a rien dit. Camille est restée là, les yeux humides, les mains crispées sur ses genoux. On a terminé la séance sans un mot de plus entre nous. 2 semaines plus tard, le juge a signé les papiers. Le divorce était prononcé. J'ai gardé l'appart. Le bail et les factures étaient toujours à mon nom. Elle n'a pas contesté. Elle a dit qu'elle ne voulait pas rester quelque part qui, sentez-nous. Je n'ai pas discuté. Elle a gardé sa voiture, celle qu'elle avait essayé de me donner dans la vidéo tremblante. Je l'ai laissé la garder. Ça faisait un souvenir approprié. Pas de grand au revoir dramatique. Pas de porte qui claque. Juste le silence. Je suis rentré dans mon appart et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle a gardé ses mensonges. J'ai gardé ma paix. Environ un mois après la finalisation du divorce, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. De Camille. Elle m'avait envoyé un album photo iCloud partagé intitulé « Nous ». Pas de message d'abord. Juste le titre. J'ai hésité. Fixé 1 minute. Mon pouce planait sur l'écran, je pensais à le supprimer sans l'ouvrir. Mais la curiosité, ou peut-être la vieille habitude, l'a emporté. J'ai tapé. Dedans, environ 60 photos. Toutes anciennes. Aucune récente. La première était de notre mariage, celle candide où on riait après qu'elle avait renversé un peu de champagne sur ma chemise. Je me souvenais que le photographe disait que c'était son cliché préféré. On avait l'air heureux. Pas posé. Pas en train de jouer. La suivante venait de notre premier appart loué ensemble. Celui avec la pression d'eau pourrie et le petit balcon où on mangeait des kebabs quand on était trop fauché pour les restos. D'autres photos suivaient.
Road trips. Balade sur la plage. Le jour où on a adopté notre chien, qu'on avait confié à sa sœur quand on avait déménagé dans un immeuble sans animaux. On souriait sur chaque photo. Le genre de sourire qu'on n'a que quand on croit que le monde qu'on construit est réel. Quelques minutes plus tard, une autre notification. Un texto de Camille. Au cas où tu oublierais tout ce qu'on avait. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'album et retourné mon téléphone face contre table. Je suis resté là dans le silence, le genre qui s'étire si large qu'il devient une pièce à lui tout seul. Pas en colère. Pas triste. Juste calme. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je n'ai pas ressenti le besoin de répondre. J'ai juste respiré. Et c'est comme ça que j'ai su que je guérissais. Cette même semaine, j'ai commencé à marcher plus. Sans écouteurs, sans appel. Juste moi, de bonne godasse, et l'air libre. Je me suis inscrit à un cours de cuisine. Soir de mardi. Rien de chic, juste un centre communautaire avec d'autres gens qui voulaient sortir de leur routine. J'ai même fait un week-end de retraite silencieuse. Une amie me l'avait conseillé. Disait que ça l'avait aidé après la mort de son père. Je n'attendais rien, mais j'y suis allé. 3 jours, pas de parole, pas de téléphone, juste marcher, écrire, rester immobile. Il s'avère que le silence a une façon de laisser la poussière se poser dans ta poitrine. J'ai retrouvé de vieux messages. Ceux que Camille m'envoyait des mois avant le voyage. Quand tout semblait stable. Certains étaient doux, d'autres sarcastiques. Le genre de truc que les couples s'envoient quand ils connaissent les humeurs de l'autre par cœur. Je les ai lus au pas pour me faire mal, mais pour me rappeler que c'était réel. Que ce que j'avais donné, investi, comptait. Quelques semaines plus tard, une de ses amies m'a écrit. Quelqu'un dont je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles. Elle a dit, « Je veux juste que tu saches, tu n'as pas exagéré. » J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit que Camille racontait aux gens que j'étais, en train de faire une montagne de rien. Que j'étais, contrôlant. Que j'avais, pété un câble pour un message qui ne voulait rien dire. Mais puis, elle a marqué une pause. A dit qu'elle se sentait coupable. Nathan n'était pas le premier, a-t-elle enfin lâché. Comme ça. Une phrase calme qui changeait tout et rien à la fois. Je l'ai remercié. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'en voulais pas. J'avais déjà fait le deuil de ce que je croyais avoir. Je n'avais pas besoin de plus de raisons d'être en colère. J'en avais assez. Maintenant? Je dors. Pas juste fermer les yeux mais un vrai sommeil profond, régulier. Je me réveille sans appréhension. Je ne sursaute plus quand mon téléphone s'allume. Je ne scrute plus les photos à la recherche de signes. Je n'attends plus des explications qui ne viendront jamais. Je pense encore à elle. Pas tous les jours. Mais certains. Je me souviens de son rire. De son sarcasme. De la façon dont elle repliait ses genoux sur le canapé en travaillant. Mais je me souviens aussi du moment où j'ai vu ce message, viens en 307. Je me souviens de ce que ça faisait quand la confiance s'est brisée. Je ne suis plus l'homme que j'étais avant tout ça. Mais je suis quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de libre. Partagez votre avis dans les commentaires, cette relation aurait-elle pu être sauvée si elle avait avoué tôt et complètement? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et likez-nous.